La personne qui va me rejoindre est vice-championne du monde de paratriathlon. Et je vous demande d'applaudir Camille Sénéclose. Alors bonjour Camille. Bonjour. Je suis vraiment ravi de te recevoir ici parce que c'est vraiment, il y a plein de choses qu'on va un peu détailler, mais qui font que vraiment c'est vraiment très très bien. Et donc déjà, je t'annonce comme étant vice-championne du monde de paratriathlon. En fait, c'est très récent, c'était au mois d'octobre. Et merci pour ça parce que du coup, c'était pas prévu dans l'interview, mais franchement, pour l'annonce, ça claque, hein, c'est impeccable. Ça, très bien. De rien. J'ai fait exprès pour ça. Très bien. Donc, du coup, voilà. Alors, bon, on dit, ok, on va devenir sérieux. Championne du monde, mais de paratriathlon. Or, quand on te voit comme ça, on se demande, c'est quoi ton handicap, en fait? En effet, moi j'ai une sclérose en plaques, donc c'est une maladie neurodégénérative qui affecte le système nerveux central. C'est comme ça affecte les neurones, ça peut affecter vraiment toutes les fonctions du corps. Donc ça se manifeste de façon très différente chez toutes les personnes malades. Moi, en l'occurrence, ça se manifeste par une perte de force et de puissance dans le côté droit de mon corps et d'autres symptômes comme de la fatigue chronique, des symptômes sensitifs et cognitifs. Et c'est une maladie qui évolue par poussée. Donc il y a des moments où les symptômes se manifestent beaucoup et des moments où ils se manifestent moins. Et donc c'est un handicap invisible, mais qui n'en reste pas moins valable. Oui, évidemment. Donc, alors, handicap invisible. Alors, notre grand expert de l'accessibilité numérique, cette fois, nous le dit souvent. En fait, il y a 80% des handicaps qui sont invisibles, hein, et qu'on ne voit pas. Et bon, je pense que tout le monde a participé derrière sa télé au moins aux JO cet été, les JO et les Paralympiques. Et sur les Paralympiques, moi, il y a quand même quelque chose justement là-dessus qui m'a frappé. C'est l'histoire de. Alors, il s'appelle Alexandre Léoté, qui est un jeune Breton qui fait du vélo. Et quand il a commencé à gagner, en fait, donc il avait des épreuves, il gagnait, et il s'est fait insulter sur les réseaux sociaux parce que, en fait, quand il courait, il avait ses deux jambes, et souvent il courait contre quelqu'un qui avait une prothèse. Alors après, il a expliqué que, par un problème de naissance, il avait perdu, je crois, 95% de la puissance de sa jambe droite, et que donc, en fait, quand il pédalait, son cœur alimentait sa jambe et ça servait à rien, donc c'est presque plutôt un handicap par rapport à l'autre. Donc ça s'est calmé, mais en fait on se rend compte que l'appréhension qu'on peut avoir par rapport à un handicap, elle est très visuelle et ça peut vraiment être très trompeur. Est-ce que toi, dans ton quotidien, tu subis ce genre de choses ? Ouais, effectivement, que ce soit dans le quotidien ou dans le monde du parasport, le fait d'avoir un handicap invisible, c'est toujours un peu compliqué parce que on n'est pas toujours mis dans la catégorie des personnes handicapées, et en même temps on n'est pas toujours mis dans la catégorie des personnes valides. Donc on est toujours un peu entre deux, et ça fait qu'on fait face à des situations un peu contraignantes de temps en temps. Moi aussi, dans ma catégorie, je cours contre des personnes qui ont des prothèses, mais j'estime que je suis pas moins handicapée qu'elles parce que du coup moi j'ai aucune aide extérieure, j'ai aucune aide matérielle pour m'aider pendant ma course. Donc effectivement on peut se poser la question, est-ce que finalement c'est pas un handicap plus important d'avoir tous ces membres même si ils marchent pas tous très bien. Et après dans la vie quotidienne on fait face parfois à des situations compliqué parce que moi j'ai une carte de priorité et une carte de stationnement due à mon handicap, parce que parfois j'ai du mal à marcher, j'ai des problèmes de fatigue, des problèmes pour rester debout aussi, mais quand je me gare sur une place handicapée et que je sors de la voiture, les gens ils me regardent et ils m'insultent quoi parce que j'ai pas du tout l'air d'une personne handicapée, mais c'est aussi parce que le logo du handicap et ce qu'on voit sur les places de stationnement, c'est un fauteuil roulant, qu'à chaque fois, dans l'imaginaire collectif, le handicap, c'est forcément quelqu'un qui est en fauteuil roulant ou quelqu'un qui est malvoyant et qui a une canne. Mais déjà, c'est pas parce qu'on a une canne c'est pas parce qu'on n'est pas forcément, on n'a pas forcément une canne quand on est malvoyant, on n'a pas forcément des béquilles quand on a du mal à marcher, et on n'a pas forcément un fauteuil roulant quand on est handicapé. Donc, même parfois, quand je fais la queue à la caisse prioritaire,
prioritaire. Il y a des personnes qui me disent que je n'ai rien à faire là, que ma carte est fausse. Et j'en passe et des meilleurs. Donc c'est un vrai challenge et je pense que c'est un vrai sujet d'éducation parce que finalement on se rend compte que c'est la majorité des handicaps qui sont invisibles. Oui, donc ça nous interroge quand même vraiment sur notre perception du handicap de façon globale. Donc dans le sport, en fait, vous êtes catégorisé et toi, tu es PTS 4. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, en effet, donc, en triathlon, on a 3 grandes catégories de handicap qui ont chacune des sous-catégories. Il y a la catégorie des fauteuils. Donc là, ils vont tout faire avec la force de leurs bras. La catégorie des non-voyants et malvoyants, donc là, qui courent en tandem, donc vraiment à 2 avec un guide. Et la catégorie debout, donc PTS, c'est celle dans laquelle je suis. Et dans cette catégorie, il y a 4 sous-catégories, de PTS 2 à PTS 5. PTS 2 étant la plus handicapée et PTS 5 étant les handicaps les plus légers. Et donc moi, je suis PTS 4, donc handicap qu'on qualifie de modéré. Et du coup, dans ma catégorie, il y a beaucoup d'amputés tibiaux, donc qui courent avec une prothèse qui commence à partir du genou, et quelques autres handicaps neuro. Mais quand j'ai commencé, on était vraiment une minorité. Il y en a maintenant de plus en plus, justement. D'accord. D'accord. Donc pour ce qui est de ton histoire à toi, en fait, tu as été diagnostiqué, tu avais 21 ans. Et est-ce que tu pourrais nous raconter, peut-être pour nous rassurer un petit peu, comment tu voyais le handicap avant? Effectivement, moi j'ai eu la particularité d'avoir mon handicap au cours de ma vie. Donc j'ai pas toujours vécu avec le handicap. J'ai même eu une vie complètement en tant que valide jusqu'à mes 21 ans. Et j'avais énormément d'a priori sur le handicap. J'avais peu d'informations parce qu'en fait, comme c'est un sujet qui est assez tabou finalement, on n'en parle pas beaucoup, on n'en parle pas trop à l'école, on n'en parle pas dans la vie quotidienne. Et donc du coup, j'avais énormément de préjugés, d'a priori, qui en fait, ensuite, j'ai découvert qu'ils étaient quasiment tous faux. Mais j'ai découvert avec ma propre expérience. Par exemple, quand j'ai été au début de ma vie professionnelle, donc quand j'étais en alternance, quand je faisais des stages, c'est à peu près là que je suis tombée malade. Et quand j'ai été recrutée en alternance, j'ai surtout pas parlé de ma maladie parce que je pensais vraiment que ça allait être un frein à ma carrière, à mon travail, qu'on allait peut-être me mettre sur des missions moins importantes parce que j'avais un handicap. Et en fait, j'ai vu que le contraire était possible et qu'il y avait plein de choses qui étaient mises en place pour les personnes en situation de handicap sans que ça soit forcément des freins. Mais effectivement, pour moi, le handicap, c'était un monde vraiment à part qui me concernait pas du tout. Et j'ai été frappée en plein fouet par ça. Et j'ai appris au fur et à mesure. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'essaye d'en parler au maximum parce que je suis sûre que plus on en parle, plus on va détruire tous les préjugés qu'on a sur le handicap et détruire, j'espère, le tabou qu'il y a autour de ce sujet qui ne devrait pas en être un. Alors parlons-en. Donc à 21 ans, tu découvres que tu es atteinte. Et donc comment ça se passe dans ta tête et comment tu réagis? Alors au début, je réalise pas vraiment parce que donc j'ai été diagnostiquée. J'ai eu mes premiers symptômes en 2019 et le diagnostic est vraiment tombé en 2020, en mars 2020. Donc on avait d'autres préoccupations à l'époque. J'ai eu d'ailleurs mon diagnostic en FaceTime avec mon neurologue, donc c'était un peu particulier. Donc au début, en fait, j'y ai pas vraiment prêté attention parce qu'en plus j'avais des symptômes qui étaient plutôt léger à l'époque et je l'ai un peu mis sous le tapis parce que moi je voulais avoir la vie la plus normale possible et je voulais pas vraiment accepter que ma vie allait changer. Et en fait, la vie s'est chargée de m'ouvrir les yeux parce que après, au fur et à mesure, ma maladie a évolué et j'ai eu des problèmes pour marcher, pour me faire manger toute seule, pour parler à certains moments. J'ai eu des hospitalisations qui ont été assez longues, des temps de rééducation qui ont été très longs aussi. Moi, je me suis beaucoup accrochée au sport, justement pour sortir
pour justement me dire que tout n'était pas fini et que c'est pas parce que j'avais un handicap que je pouvais pas faire de grandes choses, et c'est pas parce que on me disait que je pouvais peut-être plus marcher normalement ou courir normalement que je pouvais pas quand même courir et marcher. Donc c'est ça qui m'a moi beaucoup portée. C'est l'espoir de quand même faire de grandes choses et de justement montrer que c'était possible. Et j'ai découvert plein de personnes qui m'ont montré que c'était possible. Enfin voilà. Tu as décidé en fait d'en faire presque un atout. Ouais, ouais, parce que je me dis, si j'avais continué ma vie en tant que valide, si j'étais pas tombée malade, j'aurais, je pense, une vie totalement différente de celle que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être athlète de haut niveau, d'en faire vraiment mon métier. Donc, j'ai réussi à vivre de ma passion. J'ai réussi à faire les Jeux à Paris. C'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé avant, même si j'étais déjà passionnée de sport, que je faisais déjà beaucoup de sport. Je pense pas que j'aurais eu ce déclic de me dire, mais en fait, je peux me mettre à fond dedans et me donner vraiment corps et âme à ce projet. Je pense que le fait d'être malade, c'était comme une motivation supplémentaire de me dire, il faut absolument que je me dépasse encore plus. Et ça a été, je pense aussi un déclic qui s'est passé sur le long terme. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment parler de déclic, mais quelque chose qui m'a permis de prendre un tournant à ma vie et finalement aujourd'hui d'avoir la vie dont j'ai toujours rêvé. Donc c'est assez marrant. Alors, quand on le préparait, tu me disais en fait trouver des opportunités là où en fait on ne voit que des galères. Donc ça c'est quelque chose quand on le voit dans un film ou qu'on le lit dans un article, ouais ok d'accord très bien, mais quand c'est toi qui le dis c'est vraiment très 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 différent, je t'assure. C'est vraiment on comprend, enfin ça rentre mieux. Hein, donc il y a un autre mot que j'ai envie d'utiliser, mais qui est aussi un mot galvaudé, c'est le mot résilience. Donc on l'a beaucoup utilisé, voilà. Cela dit, je pense que sur le sujet, on pourrait vraiment peut-être presque t'ériger une statue, parce que j'aimerais que tu racontes un petit peu ton parcours de triathlète vraiment au niveau sportif, particulièrement cette année, mais tu démarres là où tu veux, juste pour qu'on se rende compte un petit peu de l'évolution et de ce qui s'est passé récemment. C'est vrai que même au tout début, quand on m'annonce ma maladie, j'ai eu cette envie de faire du triathlon vraiment la priorité dans ma vie, parce que je me suis dit, là, soit je reste à me morfondre et je me dis que ma vie est terminée et que je peux plus jamais courir comme je courais avant, soit j'essaye d'en faire quelque chose de beau et qui a du sens et qui, moi, me rend heureuse. Et en fait, c'est la philosophie que j'ai décidé d'adopter au maximum pour vraiment tout ce qui se passait dans ma vie. Et donc, quand j'ai pris cette décision de vraiment me mettre à fond dans le triathlon, je me suis beaucoup entraînée seule au début, où j'ai beaucoup appris seule. Au début, j'étais vraiment pas beaucoup entourée. J'ai participé à des journées de détection en paratriathlon, donc juste après avoir été classifiée, qui sont des journées nationales, donc où on est testé dans les 3 sports et on peut ensuite potentiellement rejoindre une équipe nationale. Donc j'ai été prise à ce moment-là, donc on était là fin 2022. J'ai été prise en équipe relève, donc qui est une équipe en fait c'est un collectif qui va préparer plutôt la génération suivante, donc plutôt les Jeux de 2028. D'accord. Voilà, plutôt ce qu'on appelle parfois collectif espoir, équipe espoir. Et donc moi j'étais très heureuse de rejoindre cette équipe, et c'est dans ce cadre que j'ai commencé à pouvoir participer à des compétitions internationales. Donc on a tout un circuit de Coupe du Monde et de compétitions internationales en triathlon. Et en fait, donc cette année 2023, pour le coup, a été très fructueuse, parce que j'ai beaucoup progressé pendant cette année-là, parce que j'ai mis tout en place pour pouvoir bien m'entourer, où j'ai vraiment professionnalisé
ma pratique du triathlon, parce que c'était exactement ce que je voulais faire, et j'ai voulu optimiser tout ce que je pouvais optimiser pour être la plus performante possible. Et en 2023, du coup, j'ai eu beaucoup de victoires, beaucoup de podiums sur des compétitions internationales. Donc, je ne m'attendais pas à avoir autant de résultats. Et à la fin de l'année 2023, en fait, j'avais mon classement mondial qui me permettait de prétendre à une qualification pour Paris. Donc là, pareil, les gens m'ont pas trop cru. J'étais encore un peu seule dans mon projet qui était encore une fois un peu fou parce que c'était les mêmes réactions que quand j'ai dit que j'allais faire du triathlon, alors qu'on m'avait dit que j'allais plus pouvoir trop courir, quoi. Donc et l'année 2024, par contre, elle a été riche en rebondissements parce que j'ai pas forcément performé comme je voulais. J'ai eu un accident qui m'a immobilisé l'épaule à un mois de la fin de la période de qualification. Donc je pouvais plus nager pendant toute cette période. J'ai eu pas mal de mésaventures, en tout cas dans cette année qui était pourtant cruciale pour se qualifier pour Paris. Mais encore une fois, je me suis dit, soit je me morfonds et je me dis que c'est impossible et j'abandonne le rêve de Paris, soit je tente le tout pour le tout et je me dis il y a forcément des opportunités à tirer des choses qui m'arrivent. Donc oui, je peux plus nager, mais je peux encore faire du vélo à l'intérieur et ça se trouve, je peux devenir la meilleure cycliste du circuit en quelques temps, ou en tout cas sur la prochaine compète à faire la différence en vélo. Et c'est ce qui s'est passé et du coup c'est comme ça que j'ai réussi à me qualifier quand même pour Paris, malgré mon accident, malgré le fait que je ne pouvais plus m'entraîner de la même façon. Mais le fait de plus m'entraîner de la même façon, ça m'a fait découvrir d'autres façons peut-être de m'entraîner auxquelles j'aurais jamais pensé. Comme j'aurais jamais pensé de peut-être me mettre à fond dans le triathlon si j'avais pas été malade. Donc il y a à chaque fois, je pense, des opportunités à tirer, même du pire, pour pouvoir les transformer en choses en choses géniales, quoi. Oui, parce que juste pour préciser un petit peu, hein, donc en phase de qualif, hein, on va dire, à la fin du mois de mai, quand même, à la fin du mois de mai, tu as ton accident et on voit encore que sur les images des JO, tu as l'épaule qui est encore strappée, donc voilà, c'est pas encore complètement remis. Donc vraiment dans la période hyper critique, et pourtant toi tu y crois toujours et tu repars, tant pis, je ferai du vélo et jusqu'au bout. Et donc en juillet, tu es qualifié, enfin tu es sélectionné et va pour les JO. Et les JO, ça marche. Ouais, ça marche plutôt bien même parce que du coup j'ai été qualifiée, un peu in extremis, et je suis la plus jeune qualifiée de l'équipe de France. C'est mes premiers jeux, c'est même ma première vraie sélection en équipe de France parce que j'ai jamais fait de championnat du monde, j'ai jamais fait de championnat d'Europe, donc c'est un peu bizarre d'arriver sur ces jeux sans avoir fait des événements majeurs comme ça avant, mais j'ai décidé de vraiment profiter à fond et je pense que c'est ça qui a fait la différence avec les autres sur ces jeux. En tout cas moi j'en suis persuadée, c'est que quand je suis arrivée au moment du départ, j'étais tellement heureuse d'être là parce que je savais tout ce que j'avais vécu avant et tout ce qui s'était passé pendant toutes ces années. Je savais que c'était loin d'être gagné d'être là et j'étais juste vraiment heureuse d'être là et de savoir que j'allais pouvoir faire ma passion dans la ville dans laquelle je suis née, dans laquelle j'habite et juste pouvoir faire tout ce que j'aime dans la vie, c'est-à-dire nager, rouler et courir. J'ai été hyper heureuse et en fait ça m'a permis de performer à mon maximum et normalement j'étais pressentie pour faire un top 8. J'étais vraiment pas dans les favorites et finalement j'arrive 4e sur cette course qui est un résultat auquel personne s'attendait. Je fais le meilleur résultat féminin de l'équipe de France alors que finalement quelques mois plus tôt j'étais même pas sûre d'être au départ. Donc effectivement, cette course, j'étais finalement très contente d'y être. Super impressionnant. De m'être battue pour y être. Moi, je te suis depuis le mois d'avril, on va dire comme ça, sur Instagram, et c'est vrai qu'à chaque fois, je voyais « Ah, elle a fait ça, elle a fait ça ». Super. Et parce que tu t'es même pas arrêté là, en fait. Après, il y a eu les championnats d'Europe.
Ouais. Après les Jeux, la saison s'est pas arrêtée pour les triathlètes puisqu'on a enchaîné avec les championnats d'Europe et les championnats du monde. Donc mes premiers championnats d'Europe et mes premiers championnats du monde juste après. Championnat d'Europe, du coup, je fais troisième. Et championnat du monde, du coup, deuxième, vice-championne du monde. Et effectivement, c'était. Bon, j'ai encore un peu du mal à y croire maintenant parce que cette saison elle était tellement les montagnes russes que finalement de faire des aussi beaux résultats sur les dernières compétitions, c'est plein d'espoir je fais quatrième aux Jeux, troisième aux Europes et deuxième au monde. Normalement, la prochaine, c'est la bonne. Ouais, tout à fait, on attend. Super. Alors, on va revenir un petit peu sur le plan presque professionnel. Moi, je suis tombé sur une chronique dans les Échos qui te concernait toi, parce que j'ai vu la photo, j'ai dit tiens, celle-là, je la connais, cette photo, et j'ai regardé ce qui était dedans, et en fait, c'est quelqu'un qui écrivait donc sur toi, et le titre, c'était « Être surhumain est un privilège des humains ». Et en fait, il faisait un parallèle entre ton parcours et l'IA, etc., etc. Puis en gros, on tombait sur le constat que, en fait, l'IA versus Camille, il y avait des choses que l'IA n'arriverait jamais à faire et même à simuler, c'est le côté intuitif et l'émotion. Est-ce que toi, vous avez 4 heures, est-ce que tu as une opinion sur ce sujet-là? Oui, je suis totalement d'accord. Et en même temps, l'IA est aussi un outil qui est hyper intéressant pour nous les sportifs parce qu'on l'utilise de plus en plus pour améliorer des plans d'entraînement, par exemple, pouvoir réussir à avoir des pics de forme au bon moment, etc. C'est un excellent outil pour nous donner une autre vision de ce qu'on a mis en place. Mais je rejoins exactement ce qui a été dit avant, c'est qu'il faut quand même une certaine expertise pour pouvoir remettre en question ce que l'IA nous dit. Et effectivement, après, dans vraiment l'action, l'IA, elle nous sert à rien puisque dans une course comme ça, et Paris, c'est un excellent exemple, on a besoin d'intuition et on a besoin de se baser sur des choses qui sont même au-delà de la réflexion. C'est limite des réflexes, c'est des choses qu'on sent. À Paris, quand on sort de l'eau, c'est pas du tout comme tous les autres triathlons parce qu'on avait énormément de courant dans la Seine. Donc quand on sort de l'eau, on est complètement rincé et on a tous envie juste d'arrêter la course, quoi. Ça nous suffirait d'avoir juste la natation de ce triathlon. Et pourtant, il y a quelque chose qui nous fait continuer, il y a quelque chose qui nous pousse à aller plus loin, à prendre des décisions, à se dire ok, là je suis fatiguée, mais peut-être qu'il faut que j'aille au-delà et peut-être qu'il y a un truc qui va se passer. L'émotion qu'on tire du public, qu'on tire de notre famille qui est là, qui a fait le déplacement pour être au bord de la route, ça c'est quelque chose qui est irremplaçable. Et même des décisions qu'on prend pendant la course, parfois c'est vraiment de l'intuition. Par exemple, au championnat du monde, je fais toute la course vraiment au coude à coude avec ma concurrente espagnole qui arrive devant moi. Et pendant les derniers kilomètres de la course à pied, on est juste à côté. Je la sens fatiguée, mais ça, pareil, c'est une sensation. J'ai l'impression qu'elle va craquer, qu'il y a quelque chose que je peux faire. Donc, je décide d'attaquer à ce moment-là. Et parce que tous les signaux externes, et là, une IA aurait dit, bah oui, elle est fatiguée, donc tu as toutes les chances. Et puis, en plus, sur le papier, tu cours plus vite qu'elle, donc tu as toutes les chances de la dépasser. J'attaque à ce moment-là. Et en fait, elle, je pense qu'elle a eu une poussée d'adrénaline, un truc qui s'explique pas, où elle a eu un truc, où elle a répondu à mon attaque, et non seulement elle a répondu à mon attaque, mais elle en a remis une autre derrière. Et moi, sur le papier, je cours plus vite qu'elle, mais là, sur ce moment-là, j'ai pas réussi. Mentalement, peut-être que ça m'a un peu affaibli aussi. Et il y a des décisions comme ça qui se prennent, et elle a pris la bonne décision au bon moment. Et je pense que c'était pas forcément prédictible par n'importe quelle intelligence artificielle. Et elle a bien eu raison, puisque ça a été bon pour elle. Elle a gagné la course. 11 secondes. Bon, la prochaine fois, ce sera le contraire. Donc, si on se replace sur le milieu professionnel, tu es, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que tu es aussi une consultante chez Capgemini Invent. Et donc, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle complication, quelle implication ça peut avoir aussi dans ta vie au quotidien, parce que ça, c'est quelque chose que tout le monde peut, c'est assez proche, c'est beaucoup plus proche pour nous que le triathlon. Donc, comment tu le vis, quelles sont tes problématiques au quotidien?
Alors c'est vrai que quand je suis rentrée chez Capgemini, comme je le disais tout à l'heure, j'ai vraiment caché mon handicap parce que j'avais vraiment peur du regard qu'on pouvait avoir sur moi. Moi, j'arrivais en alternance, donc moi je voulais vraiment que mon alternance se transforme ensuite en CDI. Je voulais bien faire. Je suis arrivée avec plein d'autres juniors. On a tous cette envie de beaucoup apprendre et j'avais cette image aussi du conseil. Où il faut vraiment être parfait, pas montrer de défauts, etc., qui est finalement fausse parce qu'en fait, on a tous des personnalités, des choses qui se passent dans notre vie. On n'a pas que le travail et personne n'est parfait. Et heureusement, parce que sinon, on n'apprendrait pas des autres. Et donc j'ai caché ce handicap. Après, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je pouvais plus le cacher parce que au quotidien, ça devenait de plus en plus compliqué. Par exemple, de rester debout pendant une présentation d'une heure, c'était compliqué. De parfois marcher, prendre des escaliers pour aller chez un client et monter 3 étages à pied. Quand tout le monde le faisait, moi j'avais du mal à le faire certains jours. Parfois j'avais un peu du mal à marcher ou il y a un moment où j'arrivais même plus à taper sur mon ordinateur et donc du coup c'était ces moments-là où j'ai dû me rendre à l'évidence et devoir parler de mon handicap je me suis rendu compte que finalement c'était pas le fait de rester debout, le fait de monter les escaliers à pied ou le fait de réussir à taper sur l'ordinateur qui était important. C'était tout le reste, en fait, finalement, mon travail, comment je me comportais, les idées que j'avais. Ma performance, elle n'était pas forcément impactée par le fait que je puisse rester debout ou pas. Ce que je dis, c'est la même chose si je suis debout ou assise. Et je pense que fondamentalement, ça a le même impact et on peut avoir les mêmes discussions. Et donc, j'ai réussi à comprendre que je pouvais complètement adapter mon travail et ma façon de travailler et que ça n'en amoindrissait pas la qualité de mon travail. Et c'est ça que j'essaye d'expliquer au plus possible, c'est que on n'a pas besoin de cacher notre handicap. Justement, c'est ce qui fait notre singularité. Il y a énormément de personnes handicapées qui se cachent et qui n'osent pas en parler, alors que si on en parlait tous, je pense qu'on aurait beaucoup à en gagner, justement, à apprendre. Parce que justement, en fait, tu as un handicap, mais au final, c'est même pas ça qui te gêne le plus, c'est plus la peur de discrimination en fait, vis-à-vis de ton handicap et du regard par rapport à ton handicap dans ton quotidien. Oui, parce que moi au quotidien c'est ma vie et je suis habituée. C'est plus ouais, je pense le regard le regard des autres, parce que quand les autres ont peur en général, c'est que ou disent des choses, c'est que ça leur renvoie à leur propre peur. Et effectivement, moi ma passion dans la vie, ça a toujours été de faire du sport, ça a toujours été de courir. Quand on m'a dit que j'avais une sclérose en plaques, j'ai tout de suite eu l'image du fauteuil roulant et de me dire je ne vais plus jamais pouvoir faire de sport. Mais même si demain j'étais en fauteuil roulant, je pourrais encore faire du sport, je serais juste dans une catégorie différente. Donc c'est toutes ces choses-là où en fait il faut juste que le regard change et qu'on voit plus. Moi je suis persuadée que la clé elle réside dans le fait qu'on voit plus le handicap comme une différence, comme une tare, mais juste comme une particularité qu'on a chacun, comme moi j'ai les yeux bleus et les cheveux roux c'est des particularités que j'ai. Ça fait partie de moi, ça ne dit en rien de qui je suis, de mes capacités et de mes qualités. Alors, comment ça se passe, par exemple, dans un village olympique où, en fait, 90%, j'imagine, des gens ont un handicap? Du coup, le paradigme change puisque en fait, la minorité, c'est les personnes valides dans le village pendant les Jeux paralympiques. Et en fait, c'est assez intéressant de voir que le quotidien, il n'est pas si différent que ça. Que le fait d'avoir 90% de personnes avec des handicaps parfois très lourds, parfois très légers, qui vivent ensemble, ça montre que c'est possible et que c'est possible pas en
en mettant en place des infrastructures super lourdes et super compliquées. C'est juste des choses très simples, des petites idées qui peuvent faire complètement la différence. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas de bras et qui a un self, il faut qu'il ait un petit chariot pour pousser son plateau et des personnes qui lui mettent sur son plateau. C'est pas impossible à mettre en place. C'est que des petites choses comme ça où généralement, en plus, quand on a un handicap, on a une autonomie et on a des ressources qui sont assez élevées. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas de bras, il mange avec ses pieds et il est super souple et ses pieds sont tout le temps propres et ça choque personne. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est de montrer qu'en fait, il n'y a pas une façon de faire les choses, que là, souvent dans la société normale, entre guillemets, le handicap est tellement caché qu'on a l'impression que personne est handicapé, alors qu'en fait, quand on est dans le village paralympique, on voit que tout fonctionne très bien quand même avec que des personnes handicapées, qu'on a les mêmes conversations, qu'on a les mêmes problématiques et que finalement on n'est pas si différent, que juste à côté de l'escalier il va y avoir une rampe et voilà, c'est pas si compliqué à mettre en place et je pense que c'est ça j'aimerais bien qu'il y ait plein de gens qui puissent voir comment ça se passe justement dans ces endroits-là pour voir que finalement c'est pas grave, c'est pas des choses qui sont à cacher et c'est justement des personnes qui ont plein d'histoires à raconter en général et voilà. Et en termes d'accessibilité, donc vous l'avez vécu comment, que ce soit le village olympique, Paris en général, tout ça? Bon, alors Paris n'est pas du tout accessible, mais ça, on le sait bien. Je vous invite à essayer de regarder un petit peu de temps en temps les mécanismes soi-disant accessibles qui sont, par exemple, dans les métros, parfois il y a un étage où on peut monter en ascenseur. Et puis après, pour aller à l'autre ascenseur, il faut monter 4 marches. Donc, on peut pas en fait. Donc, et c'est des endroits qui sont sur le papier. On se dit oui, c'est bon, c'est accessible, il y a un ascenseur. Oui, mais si pour accéder à l'ascenseur, il faut monter 3 ou même une marche, non, c'est plus accessible en fait. Donc Paris en général a encore du travail à faire. Mais dans le village, tout était complètement accessible. Donc, on pouvait même se balader entre les différents bâtiments avec des petites voitures. Les fauteuils roulants avaient aussi à disposition des mécanismes électriques, qui sont des sortes de petites trottinettes qui leur permettent de ne pas pousser avec leurs bras et de ne pas dépenser trop d'énergie à pousser leur fauteuil. Voilà, il y avait les petits chariots à la cantine. Et puis après, je pense que l'accessibilité, c'est pas forcément que des infrastructures, c'est aussi juste de l'entraide et de l'humanité. C'est-à-dire que moi, si je vais manger avec mon ami qui est malvoyant, je sais que je vais devoir lui dire ce qu'il y a au self pour lui dire quelles options il peut avoir, parce que sinon il va prendre des trucs au hasard et ça va pas être bon. Mais ça, je suis sur le papier, je suis pas obligée de le faire, mais c'est du bon sens. C'est pas non plus du misérabilisme, parce que ça, on en veut. La plupart des personnes handicapées n'en veulent pas. C'est juste de l'entraide, comme on peut s'entraider aussi entre personnes valides ou entre personnes handicapées ou entre une personne valide et une personne handicapée. C'est juste de la solidarité basique qu'on oublie parfois d'appliquer, mais qui pourtant, c'est la base de n'importe quel échange, à mon sens. Donc on peut se dire qu'une personne handicapée, c'est une personne qui a des particularités et qui nécessite des adaptations, on va dire. C'est vrai dans la vie, alors c'est vrai aussi dans l'IT, et on parle d'accessibilité. Est-ce que toi, par exemple, par rapport à l'IT, tu as des problématiques d'accessibilité ? Alors moi, j'en ai pas tant à proprement parler. J'ai eu pendant mes poussées des moments justement où j'avais du mal à utiliser mes doigts et à taper sur l'ordinateur ou à taper sur mon téléphone. Et parfois, ça revient à certaines périodes. Dans ces cas-là, j'utilise beaucoup les messages vocaux ou la commande vocale qui permet de déjà pouvoir communiquer. Après, sur certaines applications, sur certains sites, c'est un peu plus compliqué parce que quand les boutons sont tout petits ou qu'on n'arrive pas forcément à bien comprendre, à lire ou quoi, ça peut être compliqué. Je sais que justement chez les personnes malvoyantes,
C'est un énorme enjeu parce que il faut que soit qu'il y ait des commandes vocales ou de l'assistance vocale, ou qu'il y ait aussi des différences de contraste sur certaines applications. Il y a pareil, en fait, quelqu'un qui est malvoyant, il n'y a pas que aveugle, il y a un prisme énorme de pathologies, comme il y a un prisme énorme de pathologies neurologiques ou de personnes qui sont en fauteuil roulant. Il y a des personnes qui sont en fauteuil roulant qui parfois peuvent aussi se lever, ça arrive. C'est vraiment un prisme qui est immense. Mais pour moi, la chose la plus importante, quand en tout cas on est de l'autre côté de la barrière et qu'on développe des applications ou qu'on réfléchit à l'accessibilité pour un site internet par exemple, c'est de demander aux personnes qui sont concernées et de tester avec elles, de demander ce dont elles ont besoin, parce qu'il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas, et moi-même je ne pense pas, parce que moi, mon handicap, ça me concerne moi, mais il y a plein de handicaps auxquels je ne pense même pas aujourd'hui. Juste la clé, je pense que c'est s'informer et écouter les personnes, écouter ce dont elles ont besoin. Très bien. Alors, je vous signale que cet après-midi, il y a un atelier en parallèle des sessions où vous pourrez éventuellement essayer de vous mettre dans une situation de handicap numérique pour voir comment ça marche, une application quand on a tel type ou tel type de handicap. Il y a quelques petits exemples. C'est hyper instructif, franchement. Alors, Camille, juste alors pour conclure, est-ce que tu aurais quelques conseils à nous donner comme ça en conclusion après tout ce que tu as pu nous raconter, notre attitude justement par rapport au handicap, etc. Qu'est-ce que tu pourrais nous proposer? Alors, sur le handicap, mon message principal, c'est de ne pas nous stigmatiser. Je pense qu'il y a plein de personnes que j'ai croisées aujourd'hui, à qui j'ai parlé, qui se seraient jamais doutées que je suis une personne handicapée. Pourtant, c'est le cas. Et il faudrait que ça soit aussi dans l'autre sens. C'est que quand on parle à quelqu'un qui est handicapé ou quoi, qu'on ne voit pas uniquement son handicap. On n'est pas notre handicap, on est des personnes beaucoup plus complexes que ça. Il y a des gens qui sont en fauteuil roulant et qui sont méchants, ça existe aussi. Ben oui, mais c'est pas. Parfois on oublie qu'on est des personnes aussi avec des personnalités, avec des problématiques, avec du stress, des projets, des rêves. Et en fait, parfois on peut être réduit à notre handicap. Moi, je suis pas qu'une personne qui a un handicap, je suis aussi une triathlète, je suis aussi consultante à mes heures perdues, et je suis aussi plein d'autres choses. Et donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est la clé, c'est de se dire on a tous à apprendre les uns des autres. C'est pas parce que quelqu'un est handicapé qu'il va mal travailler ou on va avoir du mal à communiquer avec lui ou quoi. Il faut juste être un petit peu plus ouvert et se dire moi aussi j'ai des particularités que d'autres n'ont pas. Ça veut pas dire que c'est pas intéressant de parler avec moi ou de travailler avec moi, bien au contraire. Très bien. En tout cas, merci pour ça. Et moi, il y a un mot quand même que j'entends ta démarche et ton attitude par rapport à tout ça qui me vient à l'esprit. C'est un mot qu'on emploie de temps en temps quand même chez Sogétique, c'est l'agnac. Parce que franchement, bravo pour ça et bravo pour tout ça. Ça, c'est vraiment... Merci beaucoup. Merci.